Bon, ben bonjour. Bonjour. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Si vous écoutez ce petit vidéo, j'ose croire que vous êtes un nouveau membre du conseil d'éducation. J'aimerais vous féliciter. Vous avez donc gagné vos élections. Mon nom est Robert Lévesque et je suis membre du conseil d'éducation du Nord-Ouest depuis seulement 2 ans. Et je dois vous dire que c'est tout un apprentissage, faire partie du conseil d'éducation. Ça fait maintenant 2 ans et je n'apprends encore à chaque rencontre et à chaque réunion. Donc, on a jugé bon de faire un petit vidéo tutoriel, juste vous donner quelques grandes lignes à l'égard des responsabilités et des rôles des membres des conseils d'éducation. Comme vous allez voir, justement, beaucoup d'informations ont été prises à partir du guide du conseiller que vous avez ici, qui a été fait justement en collaboration avec la Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick. Donc, avant de vous parler un petit peu de l'organigramme et de différentes infrastructures, responsabilités et rôles, juste une petite parenthèse pour dire que quand même depuis 2012, il y a eu des changements dans notre province à l'égard de l'éducation. Donc, avant 2012, comme vous pouvez voir, on avait 14 districts scolaires, dont 5 districts francophones. Donc, on savait qu'il y en avait donc 9 anglophones. Donc, 14 districts scolaires au Nouveau-Brunswick, c'était quand même beaucoup. Et justement, quand on parle de 2012, on a fait une certaine reconfiguration et on a amalgamé, fusionné certains districts. Côté anglophone, comme vous pouvez voir ici, on a 5, 1, 2, 3, 4, donc en réalité 4 districts scolaires anglophones, et on a eu ce regroupement-là. Tandis que le côté francophone, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, la première version était vraiment séparée en fonction de la population étudiante, donc un tiers, un tiers, un tiers au niveau de la population étudiante, et on se retrouvait avec une map ou si vous voulez, justement, une map de ce genre-là avec les 3 districts. Sauf que, comme vous pouvez voir, le district ici, nord-ouest, en vert, faisait quand même un très grand territoire. Puis, il faut juste s'imaginer lorsqu'on a des réunions du conseil d'éducation une fois par mois et autres, juste des réunions du personnel du district ou autres, ça serait beaucoup de déplacements. Et ça faisait en sorte que, veut pas, avec Fredericton qui serait dans notre secteur, ben souvent, ça serait à nous à se déplacer. Donc, pour vraiment différentes raisons, on a opté pour cette version finale ici. Donc, certaines choses que je vais vous présenter, bien sûr, c'est incomplet. Hein? On n'est pas en mesure de tout donner l'information dans un petit tutoriel, mais quand même certaines grandes lignes pour ceux et celles qui débutent leur aventure comme conseiller d'éducation. Donc, d'abord et avant tout, il faut comprendre qu'on parle ici d'une gestion partagée. Donc, la gestion du système scolaire est partagée entre le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et les 7 CED, ou Conseil d'éducation des districts. Donc, c'est bien dit, c'est partagé. Hein? Donc, ce pouvoir, cette gouvernance-là, à partir, il y a une responsabilité en double partie. Donc, dans les 2 cas. Donc, à la tête de chaque district se trouve un conseil d'éducation de district constitué en vertu de la loi d'éducation. Donc, ça fait partie de la loi. Chaque conseil d'éducation francophone est formé, ça dépend justement des districts, on parle de 8 à 10 membres élus, et d'un élève conseiller également pour aller chercher leur appui, leur input. Parce que veut pas, on prend des décisions pour les élèves, mais ce serait bien de connaître leur perception et leur version des choses. Qui, justement, l'élève conseiller a été élu également par ses pairs. Donc, depuis 2000, nous avons quand même des conseils d'éducation, mais bien sûr, depuis 2012, comme on a vu, on a différentes maps ou régions qui ont été changées, modifiées. Mais c'est important aussi à savoir que le conseil d'éducation, c'est un accord avec l'article 23 de la Charte canadienne des libertés, de droits et libertés. Donc, les conseils d'éducation sont, on dit, un prolongement de l'organisation provinciale. Donc, ils ont quand même une responsabilité à partir de Fredericton. Donc, on dit tout simplement que c'est un prolongement de l'organisation provinciale.
En fait, on parle d'une double mission. Donc, l'école francophone, on dit que c'est une pierre angulaire du développement et de l'épanouissement de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. Donc, il y a vraiment deux axes ici qu'on regarde. Donc, assurer une solide formation générale. Donc, parfois, on va regarder les résultats de nos élèves dans nos écoles, dans notre district, les forces et les faiblesses, comment ils font en lecture deuxième année, lecture ou en mathématiques, troisième, sixième et huitième année, ainsi de suite. Donc, on regarde, si vous voulez, cette formation générale-là, comme on dit ici, donc formation générale aux élèves et favoriser leur développement global, bien sûr, mais aussi participer à la transmission de la langue et de la culture francophone. Donc, on a aussi cette mission-là qui est vraiment axée sur la langue et la culture. Donc, autre que juste les résultats scolaires. À titre d'information, juste comparatif, quand on regarde les différents districts, tout à l'heure, on a vu graphiquement ou si vous voulez, sur la map comme telle, la forme des districts, mais si on regarde au niveau de la population, juste vous donner une estimation au niveau des chiffres. Je vous présente, puis ça change bien sûr d'année en année, mais de 2016 à 2017, si on regarde les chiffres, dans les 3 districts francophones, donc regardez le nombre d'écoles qui bien sûr change probablement à chaque année, avec l'ouverture des fermetures d'écoles. Mais on parle ici quoi, dans le nord-est 37, nord-ouest 18, donc quasiment de la moitié. Et on parle du sud 36. Au niveau de l'effectif scolaire, donc on a les chiffres ici. Donc le total, l'effectif scolaire, on parle de quoi? Francophone, on parle d'environ 29 000 quand même. Puis de 92 écoles francophones. Au niveau du personnel éducatif, donc voilà, on a les chiffres ici. Donc, un total de quoi? 2239 environ dans la province. Et le rapport élève, donc, est quand même semblable pour les 3 districts. Donc, ça me donne un petit aperçu d'une comparaison avec anglophone, francophone et chacun des districts. Donc, on regarde ici quoi? L'effectif scolaire, ici, on parle de quoi? 29 000, anglophone, 69 000. Donc, c'est souvent un ratio... pour chaque francophone, on a 2 anglophones. Donc, c'est à peu près ça, tout simplement. Si je regarde justement francophone, 29 000 sur une possibilité de quasiment 100 000, donc 30 francophones dans la province. Tandis qu'ici, dans le tableau des effectifs, j'aimerais quand même vous montrer au niveau de l'immersion française. C'est un dossier qu'on en parle assez souvent au niveau des conseils d'éducation. C'est un sujet qui vient à différentes réunions, on en parle, mais les chiffres sont quand même surprenants parce que si vous regardez justement au niveau de l'effectif scolaire, donc tout à l'heure je parlais de quoi? Près de 29 000 élèves francophones dans la province, mais quand on regarde en immersion française, regardez dans les 4 districts anglophones, ici on parle de quoi? 5 800 élèves en immersion française, donc c'est beaucoup. Même chose ici. 6 400, 6 000, donc pour un total de quoi? On parle de 20 000 élèves dans la province qui suivent le programme d'immersion française. C'est beaucoup, parce que quand on dit la totalité des francophones, on parle de 29 000, mais on a quand même 20 000 ici qui suivent l'immersion française, donc c'est pas négligé. Au niveau de l'organigramme, je vous présente ça, parce que surtout si vous êtes un nouveau venu, qui fait quoi au niveau de l'hiérarchie et de la structure organisationnelle. Donc, au niveau du district, souvent, on retrouve quelque chose de ce genre-là. Donc, en haut, vous avez le conseil d'éducation dont vous êtes membre et vous allez avoir le directeur général qui répond directement à vous. Le DG ou directeur général, bien sûr, va avoir différents directeurs qu'on peut donner différents noms et ça change parfois à chaque année. Donc, on a différents directeurs sous le directeur général. Et bien sûr, par la suite, vous allez retrouver les agents pédagogiques qui sont là pour donner un coup de main aux écoles dans différentes disciplines scolaires. On retrouve par la suite les directeurs d'école. Ensuite, on retrouve également le comité parentaux, les comités parentaux d'appui à l'école, donc les CPAE, souvent qu'on va dire, et finalement le personnel scolaire à la toute fin. Donc, ça donne une petite structure organisationnelle au niveau du district pour mieux comprendre qui fait quoi.
Donc, au niveau du Conseil d'éducation, un de ses rôles, il y a quand même certaines responsabilités, mais bien sûr, on mentionne ici, élabore des politiques et des procédures qui reflètent les politiques et les procédures provinciales. Donc, on a quand même des politiques provinciales qui sont faites à partir de la loi d'éducation et les différentes politiques internes. Et au niveau du district, nous, on s'assure que justement ces politiques-là sont respectées et on a quand même le pouvoir de modifier quelque peu certaines politiques. Donc, des politiques internes, on parle de la gouverne du district. Et on mentionne ici que le Conseil d'éducation veille à ce que les politiques, justement, les procédures provinciales soient suivies par le DG du district. Voilà. Donc, au niveau de la dualité linguistique, c'est quand même unique au Canada. Donc, vous savez que le Nouveau-Brunswick, on est la seule province officiellement bilingue au Canada. Qui fait en sorte que si nous sommes officiellement bilingues, et c'est dans la Constitution canadienne, c'est pas nos règlements internes provinciaux, c'est justement, c'est au fédéral que ça le dit. Il en découle des responsabilités et des conséquences suite à cela, et sûrement au niveau de l'éducation. Donc, la loi 88, qui a été enchâssée dans la Constitution canadienne, stipule justement cette dualité-là. Et on a l'article 4 et l'article 5 de la loi sur l'éducation du Nouveau-Brunswick qui en parlent. Et on a, justement, on parle de la structure basée sur deux communautés linguistiques, donc anglophone et francophone. Donc, je marque ici, on a deux systèmes semi-dépendants. Je parle semi-dépendants parce que vous allez voir, il y a quand même des choses qui sont partagées à part égale du secteur anglophone et francophone. Donc, justement, on a quand même un ministère d'Éducation, mais on a quand même à l'intérieur deux secteurs qui ont quand même, ils sont quand même autonomes au niveau de la gestion de leurs affaires. Hein? À titre d'exemple, dans le secteur francophone, on va évaluer, on va avoir des examens du ministère, on va en avoir bien sûr en mathématiques puis en sciences, en français, mais sur le côté anglophone, on n'a quasiment pas d'évaluation provinciale. Donc ça, c'est une gestion interne que, justement, les différences au niveau de différents investissements, soit secteur anglophone et francophone. Donc, je mentionne ici que, justement, chaque secteur, anglophone et francophone, a son propre personnel pour gérer des services spécifiques. Donc, au niveau de la pédagogie, mesures d'évaluation, comme que je viens de mentionner, ou autres. Donc, les deux secteurs partagent des services administratifs communs. Donc, tout ce qui touche, justement, meilleur exemple, c'est la pension. Donc, la pension chez les enseignants, cette gestion-là à l'interne, que tu sois un enseignant francophone ou anglophone, on a les mêmes conditions, même salaire, donc la pension devrait être sensiblement la même chose. Donc, cette gestion-là, puisque c'est la même chose sur anglophone, francophone, il n'y a rien vraiment qui est culturel ici ou linguistique, ben, c'est un genre de service on va avoir un secteur qui va gérer ce service-là pour les deux langues, anglophone et francophone. Donc ça, c'est un exemple auquel on va avoir un partage administratif dans les deux domaines linguistiques. Même au niveau de l'éducation postsecondaire, ainsi de suite. Donc au niveau du ministère de l'Éducation, justement, quand on regarde l'organigramme, je vous encourage d'aller sur le site web du ministère de l'Éducation, on peut voir l'organigramme. Justement, on retrouve quoi? Ben, on retrouve deux sous-ministres, dont un francophone et un anglophone, parce qu'on a justement cette dualité-là. Donc, on va avoir un sous-ministre anglophone et francophone. Par contre, on va avoir trois sous-ministres adjoints. Et justement, si on regarde au secteur francophone, à l'interprovincial, on a 4 directeurs pour le moment. Parfois, on a quand même des changements au niveau de cette culture organisationnelle-là. Donc, parfois, les noms vont changer. Mais pour le moment, on parle de 4 directeurs. Et on retrouve également, bien sûr, des agents pédagogiques au niveau provincial également. Donc, justement, la loi 93 de la Constitution canadienne, on dit que ça permet d'établir les lois pour organiser et gérer l'éducation. Donc, tout simplement pour dire que l'éducation appartient du domaine provincial et non fédéral. Ce qui explique que différentes provinces vont faire différentes choses. Ce qui fait qu'un enfant qui apprend la mathématique en 3e année au Québec ou en Ontario ne va pas nécessairement faire la même chose en 3e année en mathématiques ici au Nouveau-Brunswick. Donc, cette décision-là, qui fait quoi, et cette gouvernance-là, dans le fond, appartient aux provinces.
Et justement, tous les changements vont se faire à l'Assemblée législative. Donc, c'est le ministre de l'Éducation, bien sûr, qui a cette responsabilité-là. Donc, rapidement, au niveau de la dualité, comme que je disais, vous avez toujours en haut l'Assemblée législative. Si on veut faire des changements au niveau des lois ou autres, ça se fait en chambre, bien sûr. Donc, vous avez l'Assemblée législative au niveau de l'organigramme. Vous avez le ministre de l'Éducation qui, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a un sous-ministre francophone et un sous-ministre anglophone. J'ai également dit qu'on avait 3 sous-ministres adjoints, qu'on devrait les retrouver à quelque part ici. Et en rouge, bon, ben, c'est les choses côté anglophone qu'on va faire. Et sur le côté francophone, on a différents domaines ou différents secteurs, tels que le développement de la petite enfance, politique et planification, secteur des services éducatifs, donc différents rôles, différentes responsabilités qu'on retrouve dans différents secteurs. Comme conseiller, bien sûr, il y a des thématiques où il y a des sujets qui vont revenir à plusieurs reprises, qui ont une grande importance. Il y en a plusieurs, mais ici, je vous en partage 2 qui, le plus rapidement possible, il faudrait s'approprier et connaître son impact ou son importance. Donc, la première, c'est l'inclusion scolaire. Donc, l'inclusion scolaire, c'est tout simplement une approche provinciale qui est unique quand même au Canada. Donc, c'est quoi exactement l'inclusion scolaire? Ben, je vous invite de justement questionner à ce sujet parce que c'est quand même unique, ça nous appartient. Et on a aussi la politique d'aménagement linguistique et culturel qu'on dit souvent la PALC. Donc, il y a beaucoup d'acronymes. Donc, la PALC, c'en est une, puis justement, c'est pour la politique d'aménagement linguistique et culturel. Et je dis qu'elle est importante parce que justement, j'ai le document ici. Le document qui est composé de quoi? 184 pages. Donc, c'est sûr, il ne faut pas nécessairement connaître les 184 pages au complet, mais il faudrait quand même en prendre connaissance parce que, justement, cette politique-là, de 184 pages-là, le ministère s'en a servi beaucoup pour faire le plan de 10 ans. Donc, le plan de 10 ans, je vous le montre rapidement, intitulé ici « Donnons à nos enfants une longueur d'avance, secteur francophone ». Donc, le plan de 10 ans, qui est composé de 8 objectifs. Et on parle de quoi? Le plan de 10 ans, c'est pas mal plus court. On parle d'environ une vingtaine de pages. Donc, le plan de 10 ans a été composé en grande partie à partir de la PALC. Donc, l'importance de la PALC, on voit son influence sur le plan de 10 ans qu'on a écrit. Et ce plan de 10 ans-là, par la suite, souvent, il va avoir un impact au niveau des districts et au niveau des écoles. Donc, on a la PALC qui a été basée en grande partie comme référentiel, qui fait le plan de 10 ans. Et le plan de 10 ans, on s'y réfère pour la planification des districts scolaires. Et dans la planification des districts scolaires, on va observer certains comportements, certaines choses dans les écoles. Donc, voyez-vous son importance et son influence et son impact qui se rend vraiment à la salle de classe. Donc, on dit ici, les conseils d'éducation ont été créés afin que les parents et la population en général puissent participer activement à la gestion du système d'éducation. Donc, les conseils d'éducation sont chargés d'établir l'orientation et les priorités des districts scolaires et de prendre des décisions sur le fonctionnement du district et bien sûr de ses écoles. Donc, il a le pouvoir de prendre des décisions et d'établir des politiques qui ont trait aux écoles et de son district. Donc, le conseil d'éducation est en mesure d'élaborer des directives ou des politiques, là, on parle de la même chose, sur des questions relevant de sa propre autorité ou de l'autorité de la direction générale au terme de la loi de l'éducation. Donc, voyez-vous quand même, elle a un pouvoir décisionnel et de gouvernance assez importante, le conseil d'éducation. Donc, les points suivants résument les principales responsabilités du conseil d'éducation. Bon, on dit on embauche, encadre et évalue la direction générale du district. C'est assez clair. Élabore et surveille la mise en œuvre du plan éducatif du district. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la PALC, qui on s'est référé, puis on a fait justement le plan de 10 ans.
Basé sur le plan de 10 ans, on va faire justement le plan éducatif du district, hein, les choses qu'on peut observer dans la salle de classe. Et par la suite, ben, ça va se rendre, on appelle ça parfois des tableaux de bord ou autres, mais on va faire on va vérifier, observer ou noter des comportements, des changements dans l'école ou dans les salles de classe qu'on veut voir, qui va changer. Donc, c'est vraiment une vision en temps noir. Donc, au niveau des responsabilités, on dit établir des politiques et gouverne, qu'on a mentionné à quelques reprises, veille à la gestion des écoles, établit, surveille le plan de dépenses, donc le budget, fixe les priorités concernant les projets en immobilisation, donc justement au niveau des constructions, et ou justement les rénovations, et recommande l'ouverture ou la fermeture des écoles. Donc, l'ouverture, ça va bien, mais fermeture des écoles, c'est un dossier chaud. Toujours au niveau des responsabilités, on dit révise les rapports de rendement du district, des plans d'amélioration des rendements des écoles, veille, avec le consentement du ministre, à la mise en œuvre et la prestation de programmes, de services et de cours d'enseignement qui reflètent le caractère unique de l'identité de la communauté. Donc, voyez-vous, on peut aller chercher des couleurs propres aux régions, qui est vraiment bien, parce que c'est ce côté-là culturel qui fait que on a ce genre de pouvoir-là, si vous voulez, au niveau culturel. Encourage l'utilisation des écoles par la communauté, bien sûr, et maintient des liens de communication avec le comité parentaux d'appui à l'école, le CPAE, et les communautés. Donc, justement, en étant membre du conseil d'éducation, vous allez être invité aux réunions des CPAE au niveau des écoles, et je vous encourage fortement d'y aller parce que c'est là qu'on entend justement qu'est-ce qui se passe au niveau des écoles. Tandis que le directeur général ou le DG, lui, on parle de quoi? Ben, c'est le chef du district, hein, sans surprise. On dit, fait noter, le DG, lui, a l'unique employé du conseil d'éducation. Il faut s'en souvenir. Donc, c'est l'unique employé du conseil d'éducation. Donc, on le dit qu'on est dans le processus d'embauche, on va évaluer la performance du DG, ainsi de suite. Donc, c'est l'unique employé. Il relève du conseil d'éducation en tant que conseil et non seulement de président. On dit le DG est responsable envers le conseil d'éducation du district et de la gestion des programmes et des ressources, de la qualité de l'apprentissage et de la mise en œuvre du plan éducatif de district et du plan de dépenses, donc budget. Il serait bien de prendre connaissance des responsabilités du directeur général relativement au district scolaire. Donc, ici, bien sûr, dans le temps que nous avons, je ne suis pas en mesure de tout énumérer les responsabilités du DG. Je vous encourage fortement à aller voir et de consulter ces responsabilités. Donc, vous allez le retrouver dans le guide du conseiller et vous pouvez également le retrouver sur les pages web. Seulement pour faire une petite différence avec le comité parental d'appui à l'école, j'explique un peu leur rôle. Donc, le CPAE doit compter entre 6 et 12 membres, dépendamment justement des districts. Le nombre exact des membres étant fixé pour chaque conseil d'éducation. Il doit être composé d'une majorité de parents d'élèves inscrits à l'école, d'un enseignant aussi, et d'un élève si on parle d'une école secondaire. Et de façon facultative, d'un ou deux représentants de la communauté. Okay. On dit la durée du mandat d'un parent, membre du CPAE, qu'il soit élu ou nommé, on parle de 3 ans. Donc, les CPAE doivent conseiller le directeur d'école relativement à l'établissement, donc relativement à l'école, à la mise en œuvre et au contrôle du plan d'amélioration de l'école. Donc, le lien entre le conseil d'éducation et le comité de parents d'appui à l'école, ben on dit le conseil d'éducation maintient une communication entre les deux. On dit veille à la formation des membres. Ça, on a tendance à oublier ça. Donc, on veille à la formation des membres des conseils parentaux d'appui à l'école. Et finalement, on dit un membre du CED peut être présent et participer à toutes les réunions du CPAE, telles que j'ai mentionné tout à l'heure. Responsabilité des CED en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Ben, je reviens un petit peu au niveau de les droits et on est en minorité linguistique, puis ça nous donne quand même quelque chose qui est unique, unique au Canada parce que justement, on est en minorité ici francophone. Donc, on dit en plus des responsabilités qui sont conférées par la loi d'éducation,
et ses règlements. Le Conseil d'éducation francophone doit aussi jouer un rôle en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Bon. On dit que le Conseil d'éducation doit assurer la vitalité linguistique et culturelle de la communauté. Donc, je vous ai parlé de ça, qu'on a une double mission, entre autres la partie culturelle et linguistique. On dit justement, on doit assurer la vitalité de, justement, la vitalité linguistique culturelle de la communauté francophone dans un milieu anglo-dominant. Donc, nous sommes en minorité. C'est-à-dire, justement, un milieu où les francophones sont minoritaires. L'article 16 de cette charte précise que le français et l'anglais sont des langues officielles du Nouveau-Brunswick, telles que j'ai mentionné tout à l'heure. Ces langues ont un statut ainsi que des droits et des privilèges égaux. C'est pas en cause qu'on est en minorité qu'on a des droits qui sont moindres. Donc, justement, des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. De plus, l'article 16.1 indique que la communauté linguistique française et anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut ainsi que des droits et des privilèges égaux. Je me répète ici. Notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes, nécessaires à leur protection et à leur promotion. Donc, le même article confirme le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges mentionnés ci-dessus. Donc, comme responsabilité des CED, ça ici, c'est bien important. Justement, l'article 23, qui est un sujet très important, j'ai parlé tout à l'heure de l'inclusion scolaire et de la PAC, des dossiers importants, mais justement, le ayant droit ou l'article 23, terriblement important. Le plus rapidement possible, je vous encourage de questionner sur ce sujet-là, parce que justement, c'est très important. Ça fait partie de nos responsabilités. Et on le mentionne ici, on dit que l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux citoyens du Canada les droits à l'instruction dans la langue de la minorité. Donc, la langue de la minorité, ça nous touche directement ici les francophones au Nouveau-Brunswick, parce que nous sommes en minorité. Reste que c'est la même chose partout au Canada. Donc, on soit en Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba, là, on parle de la langue de la minorité. Donc, on a des francophones dans les autres provinces qui sont en minorité également. Okay? Donc, justement, on parle de l'article 23 ici, c'est pas seulement au Nouveau-Brunswick, on parle ici parce que ça appartient à la Charte canadienne des droits et libertés. Là, on parle de la langue de la minorité. Donc, ça s'applique aussi aux anglophones au Québec. Parce qu'au Québec, ce sont les anglophones qui sont en minorité. Donc, c'est très intéressant ici, et je vais la lire de nouveau. Ça dit que, justement, la Charte canadienne des droits et libertés confère aux citoyens du Canada, donc citoyens, c'est le peuple, c'est les parents, donc voyez-vous le rôle du Conseil d'éducation, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité. Les tribunaux ont établi que l'objectif de cet article est de préserver et promouvoir la langue et la culture de la minorité partout au Canada. Donc, bien important, je l'ai souligné ici. Donc, le texte de l'article 23 de la Charte des droits et libertés se résume ainsi. Donc, dans les 3 territoires et les 9 provinces où l'anglais est la langue de la majorité, donc comme au Nouveau-Brunswick, les citoyens canadiens ont le droit de faire instruire leurs enfants en français si l'un des 3 situations suivantes s'applique. L'un, juste un, pas besoin des 3 absolument, une des 3. Donc, première chose, si la langue maternelle est le français, s'ils ont reçu leur propre instruction au niveau primaire en français au Canada, et ils ont un enfant, donc on parle toujours des parents ici, qui a reçu ou reçoit son instruction en français au Canada. Donc, on dit les mêmes principes s'appliquent à la minorité anglophone au Québec, sans surprise. Il faut rappeler que le droit à l'instruction dans la langue de la minorité s'exerce là où le nombre d'enfants admissibles est suffisant. Donc, bien sûr, c'est quoi ce chiffre-là, que ce soit suffisant? Ça reste à déterminer, hein? Ça peut être un enjeu important. Il reste que ce droit-là existe dans la Charte canadienne. Je vais reprendre dans la prochaine diapo sensiblement la même chose, mais dit autrement. Parce que là, on parle des ayants droit. Donc, les ayants droit, encore là, c'est un concept très important, un concept clé, mais ça s'adresse vraiment aux parents. Et les 3 principes que j'ai mentionnés tout à l'heure reviennent. Donc, regardez, on dit que
Le terme ayant droit désigne les parents qui ont le droit à l'instruction de leur enfant dans la langue de la minorité en vertu de ce qu'on a dit tout à l'heure de l'article 23. Donc, en résumé, un parent ayant droit à celui qui satisfait au moins à un des trois critères. Donc, c'est les mêmes critères que j'ai mentionnés tout à l'heure. La première langue apprise est encore comprise, c'est le français. Donc, on parle des parents. L'instruction, au moins un des parents. L'instruction au niveau primaire d'un des parents, voilà, de l'enfant a été reçue au Canada dans la langue française, d'où l'importance d'aller à l'école francophone, parce que ces enfants-là, plus tard, le fait qu'ils ont été à l'école francophone, vont avoir ce droit-là pour leurs enfants, parce qu'ils ont été à l'école francophone quand ils étaient tout simplement plus jeunes. Et finalement, un des enfants des parents a reçu son instruction au niveau primaire ou secondaire en français dans une école canadienne. On doit noter que c'est le parent qui détient le privilège de faire instruire ses enfants à l'école française. Donc, d'où le concept de ayant droit. Donc voilà, encore une fois, félicitations pour votre nomination en tant que membre du Conseil d'éducation. Et il me reste tout simplement le temps de vous souhaiter bonne aventure et je suis certain que vous allez profiter de l'occasion et vous allez vivre, comme je vis présentement depuis 2 ans, une très belle aventure. Merci.